commencer la conférence, il est pile 19h. C'est le minimum de respect que nous vous devons en commençant à l'heure. Et la salle est déjà bien pleine, nous attendons encore quelques personnes. Tout d'abord, je voulais vous remercier d'être venus si nombreux. Ça a été un vrai succès. L'organisation de cette conférence a été un vrai succès après l'avoir également organisée à Lyon, où là aussi les convives étaient nombreux. En fait, j'ai envie de vous poser une question pour démarrer. Je ne suis pas sûr que vous sachiez pourquoi vous êtes là tous ce soir. Moi, j'ai peut-être une petite réponse. Au-delà de l'aspect des enjeux de fiscalité qui préoccupent beaucoup de gens aujourd'hui, moi, je vais vous dire que, pour un peu revenir sur qui est bienprévoir.fr et ce que nous faisons, je pense que la raison pour laquelle vous êtes là ce soir, c'est principalement parce que votre conseiller en banque est actuellement peut-être occupé à vendre un téléphone portable 4G, à vendre une assurance ou un service qui ne correspond pas à vos attentes, en tout cas en termes de placement. Et donc, en fait, ça m'amène à une petite statistique que j'ai retrouvée, auxquelles on est habitué ces dernières années parce qu'elles font florès. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques mois qui disait que 60% des Français faisaient confiance à leurs banquiers. Alors, je sais pas. Moi, 60%, ça ne me rassure pas, parce que ça veut dire qu'il y a 40% des gens qui ne font pas confiance à leurs banquiers, et ça veut dire que ces gens-là confient leur argent à des gens qui n'ont pas confiance. Donc, c'est quand même un peu inquiétant. Je pense qu'il faut absolument, lorsqu'on ne fait pas confiance à son banquier, il faut le quitter, surtout s'il s'occupe d'autre chose que de votre argent, en tout cas de votre épargne. Donc c'est un peu pour ça qu'on a créé bienprévoir.fr en 2008 et qu'aujourd'hui 2000 clients nous font confiance dans toute la France, voire à l'étranger, puisque nous avons de nombreux clients expatriés qui, grâce au site internet notamment, font appel à nous. Et en fait, l'essence même de bienprévoir.fr, c'est de se concentrer sur les placements financiers. Je pense que tout le monde ne nous connaissez pas tous ici présents dans la salle. Vous êtes peut-être en contact pour la première fois avec bienprévoir.fr. Notre métier, c'est le placement financier et exclusivement le placement financier. On ne va pas se disperser, on ne va pas essayer de faire d'autres choses. C'est vraiment le cœur de nos préoccupations. Une des raisons pour lesquelles je pense que la concurrence avec les banques, d'une certaine manière, même si nous restons un acteur par rapport à l'ensemble des acteurs banquiers, on reste un acteur encore challenger, je dirais. La raison pour laquelle on est aujourd'hui sur le devant de la scène, c'est parce que, notamment, grâce à mon associé Jonathan Lévy notamment, on est très 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 puissant dans la capacité à proposer des produits financiers de façon très régulière. J'ai calculé cet après-midi qu'on a à peu près, depuis qu'on s'est créé, proposé 10 nouveaux placements financiers chaque mois. Là où, dans une banque classique, non seulement le produit sera généralement pas très attrayant, mais parce que les banques ont affaire à une clientèle d'habitués. Au-delà de ça, ces 10 produits financiers sont des produits qui vont être généralement très différenciants par rapport à ce que les banques peuvent vous proposer. Donc ce rythme de proposition de 10 produits financiers par mois est vraiment quelque chose qui nous distingue et qui nous permet également, avec l'accompagnement que vous avez chez nous du conseiller financier, qui vous permet toujours d'être au point en termes de faire la bonne opération. Le fait de proposer très régulièrement des placements financiers, ça nous permet de profiter de certaines opportunités dans certains cas, de vous faire profiter de certaines opportunités, et dans d'autres cas, éventuellement de se mettre en repli lorsque les marchés l'exigent. On aura toujours une solution de suivi qui vous permet de vous d'emmener votre patrimoine le plus loin possible sans casse. Et malheureusement, le fait que les banques ne proposent pas avec autant de régularité des produits financiers, ça vous expose dans certains cas à un risque qui est finalement l'absence de conseils, l'absence de proximité que devrait vous fournir votre conseiller bancaire. Alors, quelques mots aussi sur la manière dont nous opérons. Bienprévoir.fr opère sous 3 statuts. Un premier statut qui est celui qui est délégué par l'autorité des marchés financiers. On a un statut qui nous autorise à être conseiller en investissement financier, donc qui est régulé par l'autorité des marchés financiers. On a un deuxième statut qui est celui délégué par l'autorité du contrôle prudentiel et de résolution, qui est l'organisme qui régule les banques. Donc on agit également sous ce mandat-là, mais on est également courtier, puisqu'on est un courtier en placement financier,
Et dans ce cadre-là, on travaille avec notamment un agrément qui s'appelle l'agrément de l'OREAS, qui est l'organisme qui régule les organismes d'assurance. Voilà. Donc ces trois régimes nous permettent de vous proposer en permanence les meilleures solutions. Et aujourd'hui, on va plutôt se concentrer, non pas sur les produits financiers en tant que tels, mais on va revenir au sujet qui vous préoccupe, qui est le sujet de la fiscalité du patrimoine en 2014. Donc nous avons convié et nous avons organisé cette soirée avec Primonial, avec notamment Marie Perardel, qui est directrice de l'ingénierie patrimoniale dans le groupe Primonial, Raphaël Dezouche, qui est directrice des partenariats externes, et puis Jonathan Lévy, mon associé, qui est cofondateur également de bienploie.fr, qui anime chez nous toute la partie produit et suivi de toutes les opérations avec nos clients, en collaboration avec nos conseillers répartis dans toute la France. Voilà. C'est moi qui commence ? Ouais, allez. Alors, bonsoir à tous. Je vais essayer de pas me prendre. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet d'actualité, mais c'est plus qu'un sujet d'actualité, c'est un sujet récurrent, permanent, puisque en France, finalement, dans la gestion de patrimoine, malheureusement, on est souvent contraint de prendre des décisions de gestion pour éviter la fiscalité, ou en tout cas, ça fait partie de nos critères d'investissement. Je dis malheureusement parce que forcément, à un moment donné, on oublie le côté économique et le côté psychologique, et parfois ça fait prendre de bien mauvaises décisions, cette fiscalité. Alors aujourd'hui, on va faire en deux temps. Je vais vous faire peur, c'est-à-dire, même si vous n'aviez pas besoin de ça, je vais vous en remettre une petite couche. Je vais vous montrer quelle a été l'évolution de la fiscalité depuis 2007, dans un premier temps. Ensuite, on dira deux mots, pas beaucoup plus, parce que finalement on pourrait y passer des heures sur ce qu'on nous prépare pour l'année 2014. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais en tout cas, tous les jours, il y a de nouveaux textes, de nouveaux amendements. Alors là-dessus, je vais essayer de vous rassurer un peu, parce qu'il faut aussi, je ne sais pas s'il y a des journalistes dans la salle, mais il faut aussi faire la part des choses entre ce qui est réellement soumis au vote de l'Assemblée nationale et ce que finalement les journaux diffusent. Parfois, une même information peut faire la une pendant une semaine, mais au final, c'est pas grand-chose. Donc on va essayer de se rassurer un petit peu sur ce qui nous prépare pour 2014. Et puis après, je vous expliquerai comment on peut finalement, dans ce contexte fiscal assez défavorable, on peut le dire, quand même tirer son épingle du jeu en choisissant les bons placements, je dirais. Moi, je ne parle que de fiscalité, hein, donc ce sont, je dirais, les bonnes enveloppes fiscales qui permettent de gérer au mieux ce patrimoine. Alors, on va d'abord parler de l'évolution de la fiscalité. Et là, on n'aime pas trop, ça fait mal, mais c'est comme ça. J'ai voulu comparer 2007 et avant la prochaine réforme fiscale, donc les revenus de 2013. En 2007, alors là, il n'y a que les revenus du patrimoine. On va essentiellement parler des revenus du patrimoine. Hein. Il faut bien réduire le champ. En 2007, chaque catégorie de revenus, que ce soit des plus-values de cession d'actions, que ce soit des coupons d'obligations, que ce soit des plus-values mobilières, des revenus fonciers, chaque catégorie avait son régime particulier d'imposition. Et très souvent, dans la plupart des cas, on avait des taux réduits d'impôt sur le revenu. Vous savez, quand vous êtes à l'impôt sur le revenu, vous avez ce barème progressif avec les tranches de 0, 5, 5, 14, 30, 41 et maintenant 45. Et en 2007, et encore jusqu'à il y a très récemment, les revenus du patrimoine n'entraient pas dans ce barème-là, pour la plupart, et pouvaient être soumis à un taux réduit, souvent qui était 18, 19, 21. Voilà. Donc, ce qui fait que quand on était dans des tranches d'imposition à 30 ou 41%, on avait quand même pour ces revenus du patrimoine des taux d'imposition qui étaient moins importants. Et puis en 2013, donc en janvier 2013, à partir de janvier 2013, avec la loi de finances, en fait, le gouvernement a décidé de supprimer tous ces taux qui étaient beaucoup plus attractifs que l'impôt sur le revenu. Et donc, tous ces revenus retombent dans le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Et donc, en fonction de votre tranche d'imposition, alors si elle est à 5,5, vous vous en sortez bien. Si elle est à 41, ça veut dire que chaque euro de revenu de votre patrimoine est dorénavant soumis
à 30, 41%, et non plus à des taux comme 18 ou 19%. Alors si on reprend chaque catégorie, par exemple les plus-values mobilières, en 2007, vous pouviez, si vous faisiez des cessions sur votre compte titre, vous pouviez être exonéré dès lors que vous ne dépassiez pas 20 000 € de cession dans l'année. Et au-delà, on était taxé, prélèvements sociaux inclus, à 27%. Aujourd'hui, cette même plus-value mobilière, elle peut être taxée, en fonction de votre tranche d'imposition, entre 15,5 au minimum, sur les prélèvements sociaux actuels, et on peut aller jusqu'à 62,20% d'impôt. Donc on voit bien que pour les tranches, que ce soit, on dit toujours les tranches les plus hautes, mais à partir du moment où vous êtes dans les tranches moyennes, vous êtes aussi pénalisé. Pour les intérêts, ce que j'appelle les intérêts, c'est les intérêts des livrets bancaires, des comptes à terme, toutes ces choses-là. En 2007, on était taxé au maximum à 27%, parce qu'il y avait ce fameux taux d'impôt sur le revenu réduit. Aujourd'hui, de la même manière, c'est intégré dans votre barème progressif d'impôt sur le revenu, donc on peut aller jusqu'à 62,20% d'impôt. Alors les revenus fonciers, c'était une catégorie de revenus qui n'avait pas de taux réduit. Ils ont toujours été taxés à l'impôt sur le revenu. Mais à l'époque, en 2007, les tranches d'imposition étaient beaucoup plus basses. Et en plus, aujourd'hui, pour les très hauts revenus, vous avez la contribution sur les hauts revenus. Donc c'est ce qui explique le taux d'imposition. Au maximum, en 2007, on pouvait être taxé à moins de 50%. Aujourd'hui, on dépasse les 60%. Sur les dividendes, à l'époque, on était taxé au maximum, on pouvait être taxé à 29%. Aujourd'hui, on est taxé entre 15,5 et 44%. Pourquoi 44%? Parce que sur les dividendes, on a toujours un abattement sur la base imposable, l'abattement de 40%. Donc ça réduit la base d'imposition, et donc même si on est dans une tranche haute, ça nous permet de réduire quand même ce taux. Sur les plus-values immobilières, à l'époque, on était exonéré au bout de 15 années de détention. Et si on n'était pas exonéré, on avait un taux qui était de 27%. Aujourd'hui, on est à 34,5%. C'est encore ça reste finalement la seule catégorie de revenus pour laquelle on a un taux réduit d'impôt à l'impôt sur le revenu. En revanche, maintenant, il faut détenir son bien depuis plus de 22 ans, voire 30 ans. Je reviendrai tout à l'heure sur cet aspect-là. Sauf en LMD considéré comme professionnel. Oui, bien sûr. Parce que là, on n'est pas du tout sur la même catégorie, on est dans une activité professionnelle, donc vous êtes dans une comptabilité BIC, et donc vous avez les règles d'imposition. Donc voilà l'évolution de la fiscalité. Donc quand on regarde ça, ça fait pas plaisir, parce que finalement, on se rend compte que tout le monde, finalement, est touché. Pour vous montrer un petit exemple, alors on va parler des prélèvements sociaux, pardon. Voilà, ça c'est l'évolution. J'ai bien aimé ce graphique, parce que on voit bien, alors je l'aime bien, hein, c'est pour rire évidemment, mais on voit bien l'accélération de la hausse. Donc depuis 1996, on était à 0,5%, aujourd'hui on est à 15,5%, et on voit bien l'accélération. Et les prélèvements sociaux, finalement, c'est très difficile d'y échapper, parce que c'est la base de calcul de ces prélèvements, c'est la plus large. Il n'y a pratiquement jamais d'abattement pour durée de détention. On ne peut pas bénéficier des abattements pour les dividendes, etc. etc. Donc c'est un peu le piège de ces prélèvements sociaux. Alors, ça va être mon exemple qui arrive juste après. Voilà. Alors on a pris trois situations différentes pour montrer que tout le monde est touché, et pas forcément, finalement, pas forcément autant que l'on pourrait le croire dans certains cas. Si je prends un couple de cadres avec 3 parts, des revenus professionnels, des revenus fonciers, des livrets bancaires, et puis des investissements qui permettent de réduire leur impôt sur le revenu. En 2007, ce couple aurait acquitté 6 200 € d'impôt. Aujourd'hui, avec la même base de revenus, il en paierait pratiquement le double. D'accord ? Si je prends un couple de chefs d'entreprise, donc qui ont des salaires significatifs, des dividendes, des comptes titres, donc avec une base patrimoniale plus significative, des réductions d'impôts, ils auraient payé en 2007 74 500 € et en 2013 98 300 €. Ça fait à peu près 30% d'impôts en plus. Et puis enfin, ceux pour lesquels on pourrait croire que les réformes fiscales sont plus impactantes,
Alors là, mon exemple n'est peut-être pas un exemple... Enfin, je pense qu'il est assez significatif. Donc, une veuve retraitée avec des pensions de retraite, pas mal de revenus fonciers, des livrets et un patrimoine à l'ISF. Et là, on se rend compte que, peu ou prou, la fiscalité a augmenté un petit peu, mais elle est restée identique. Donc, on voit bien que cette hausse de la fiscalité, dans des situations identiques, elle a un impact réel sur la capacité d'épargne et donc la capacité à se constituer du patrimoine. Et ce patrimoine, on le sait tous, c'est notre source de revenus future, le jour où on sera en retraite, puisqu'on a en parallèle aussi des organismes de retraite qui versent de moins en moins de pensions. Excusez-moi, vous comprenez le livret bancaire à 3% brut, c'est ce qu'elle possède ou c'est ce qu'elle touche, les 150 €? Non, les 150, c'est ce qui est inscrit sur son compte et tous les ans, elle perçoit 3% de cette somme-là. Non, sinon, ça ferait un oui, ça me pas très bon. Elle a une grosse retraite à 45 ans. Ah, mais ça fait longtemps qu'elle est en retraite. À l'époque, elles ont bénéficié de belles retraites. Avec la réversion de monsieur, on peut arriver... Ah non, elle n'a pas le droit à la réversion avec ce patrimoine, ça c'est pas possible. Ça dépend si les patrimoines étaient communs, si... Alors, écoutez, ce sont des cas réels, donc je peux vous certifier que si. Ça dépend de comment est constitué le patrimoine. Alors, le thème, c'est pas la retraite, hein, on pourrait en parler pendant des heures, mais ça dépend de la constitution du patrimoine. Si votre patrimoine était commun au moment du décès, vous ne rentrez pas dans les règles que vous évoquez avec les conditions de ressources. Il s'agit peut-être aussi de retraite complémentaire, de retraite. Exactement. C'est l'accumulation des retraites complémentaires. Et là, c'est une personne qui pouvait bénéficier de la pension de réversion parce que le patrimoine était commun, donc il n'y avait pas ces règles de ressources. Alors ensuite, aujourd'hui, donc ça c'était le constat qu'on a pu faire avant les discussions sur le projet de loi pour 2014. Sur le projet de loi de finances 2014, il y a plein de choses. Mais si on prend les 3 mesures phares qui concernent, puisqu'on est en gestion de patrimoine, qui peuvent avoir un impact sur la gestion de patrimoine, cela concerne la réforme des plus-values mobilières, la réforme des plus-values immobilières et le PEA. Voilà les 3 qu'on a décidé de présenter ce soir. Pourquoi ? Parce que finalement, ce sont plutôt des bonnes nouvelles. Alors, la réforme des plus-values mobilières, donc aujourd'hui, je vous le disais, dès lors qu'on a un compte titre, à chaque fois que l'on fait un aller-retour sur son compte titre ou qu'on vend des titres parce qu'on a besoin de liquidité, cette plus-value, elle est taxée et elle est taxée à l'impôt sur le revenu. En 2013, ils avaient décidé d'appliquer un abattement pour durée de détention. Donc plus on détenait les titres depuis longtemps, plus on avait un abattement. Cet abattement, il était au maximum de 40%. Donc là, ils décident de le relever à 50%. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que si on cède un titre que l'on détient depuis entre 2 et 8 ans, on aura sur cette plus-value un abattement de 50%. Donc on paiera de l'impôt sur le revenu sur la moitié de cette plus-value. Et en revanche, si on détient le titre depuis plus de 8 ans, cet abattement passe à 65%. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on relève ces taux. La mauvaise nouvelle, elle reste que pour l'application des prélèvements sociaux et des 15,5, on paiera ces 15,5 sur l'intégralité de la plus-value. Il n'y aura pas les abattements pour durée de détention. Alors je vous ai remis le tableau finalement en fonction le taux réel finalement d'imposition, en fonction, du coup tout varie en fonction de votre tranche d'imposition, puisqu'il n'y a plus de taux unique pour tout le monde. Donc en fonction d'une part de votre tranche d'imposition et de la détention de vos titres. Donc quand on est en gestion de portefeuille, en compte titre, si on fait une vraie gestion digne de ce nom, on est amené à faire des allers-retours assez fréquemment. Du coup, dans la plupart des cas, il faut se dire qu'on va se trouver là. En revanche, s'ils sont des titres de fonds de portefeuille que l'on veut garder, des valeurs dans lesquelles on croit, on peut être amené à un moment donné à les céder et bénéficier de ces abattements-là. Mais vous voyez qu'on reste quand même sur des taux. Tout à l'heure, je vous disais en 2007, au maximum, soit on était exonéré, soit on était taxé autour de 27%. On voit bien que dans la plupart des cas, on va être beaucoup plus taxé. Donc ça, mais en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque c'est une amélioration par rapport à 2013. Alors pour la petite anecdote, c'est que les abattements dont je vous parlais tout à l'heure, qui étaient de maximum 40%,
finalement, n'auront jamais été appliquées, puisque c'est la loi de finances pour 2013 qui les a mis en place, et la loi de finances pour 2014 les modifie, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2013, normalement. Donc finalement, on en sera ce sont dans ces conditions-là qu'on sera taxé sur 2013, normalement. C'est pas encore définitivement voté. Tout ce que je vous dis, c'est sous réserve que cela passe devant les différentes chambres. Et alors, un titre aurait été acquis au 25 décembre 2012, ça ferait acquisition au 1er janvier, c'est ça que j'ai compris dans le tableau? Alors, redites-moi. Alors, des comptes au 1er janvier. Alors ça, effectivement, bonne remarque, mais excuse-moi d'avoir oublié ça. Quand le texte est paru sur le projet de loi de finances, ils avaient mis dans le texte que le décompte pour la durée de détention serait compté du 1er janvier, peu importe, donc effectivement, comme vous le disiez, un titre acquis le 25 décembre, enfin 24, on considère qu'on l'a acquis le 1er janvier 2013. Donc ça, c'est le texte initial, et puis vous savez, ça fait les allers-retours entre l'Assemblée nationale, le Sénat, etc., et puis il y a les amendements. Et donc il y a un amendement qui a été proposé pour supprimer cette règle-là, et ce serait de date à date. D'accord ? Mais on attend le vote définitif. Bon, on a peu d'espoir pour qu'on revienne là, mais bon, je l'ai laissé par nostalgie. Alors ensuite, autre bonne nouvelle, on parlait justement de la gestion des valeurs mobilières, donc avec cet impact, si on veut avoir une gestion active de ces titres pour faire face à des opportunités ou au contraire prévenir, protéger son patrimoine ou ses plus-values. Quand on est sur un compte titre, le moindre mouvement, effectivement, a une conséquence si on est en plus-value. L'idéal, ce serait d'être en moins-value, mais bon, là, encore une fois, si l'objectif de gestion de patrimoine, c'est d'éviter la fiscalité, le meilleur conseil, c'est de faire des moins-values, mais on se rend bien compte que là, on a un problème en matière de constitution, c'est aberrant. Alors, la bonne nouvelle, justement, pour la gestion de ces comptes titres, c'est qu'il faut éviter l'enveloppe du compte titre. Et on a le PEA, enfin, éviter. Il vaut mieux aller, du coup, vers les PEA. Et la bonne nouvelle, c'est que le PEA, le plafond devrait être relevé. Aujourd'hui, vous avez sur un PEA, vous pouvez verser individuellement jusqu'à 132 000 euros. Donc le plafond devrait passer à 150 000 euros. L'intérêt du PEA, c'est qu'effectivement, dès lors que vous laissez l'argent au sein de cette enveloppe, c'est un compte titre, mais sur laquelle vous avez une option PEA, on peut être en contrat de avec une capitalisation avec une option PEA. Dès lors que vous restez au sein de cette enveloppe, que vous ne retirez pas l'argent, si vous faites des arbitrages, si vous percevez des dividendes, si vous percevez des coupons, des choses comme ça, ce n'est pas fiscalisé. D'accord ? Donc ça vous permet de faire tourner votre portefeuille et de faire face à des opportunités, aller vers des opportunités, et sans que votre rendement, le rendement de ce compte, finalement, soit obéré par la fiscalité. Et ça vous permet à chaque fois d'avoir un levier supplémentaire. Donc c'est plus intéressant. Alors ce qui fait que si on relève ce plafond à 150 000 euros, un couple qui peut avoir chacun son PEA pourrait placer jusqu'à 300 000 euros au sein de ses enveloppes et gérer ce patrimoine-là sans avoir de crainte de la fiscalité. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez des personnes, et c'est tout à fait justifié, qui n'osent plus arbitrer sur leur compte titre alors qu'il faudrait, parce qu'on sait que ce titre-là, il a pris toute sa plus-value et que finalement c'est peut-être risqué de le garder. Et bien pour éviter la fiscalité, on va le garder en portefeuille. Donc ça paraît, quand vous discutez avec des gérants, eux ça leur paraît complètement invraisemblable, mais malheureusement ça bloque quand même certaines décisions de gestion qui peuvent se révéler à un moment donné, pas dévastatrices, on va utiliser des mots beaucoup plus soft, mais ça peut être pénalisant. Sur le PEA, ils ne veulent pas modifier la fiscalité. Ça veut dire qu'effectivement, dès lors que vous resterez au sein de votre PEA, vous ne paierez pas la fiscalité. Et si vous voulez en sortir, on a des taux, là encore une fois, tout à l'heure je disais qu'avec les plus-values immobilières qu'il y avait des taux attractifs, mais non, le PEA également. Si vous sortez de votre PEA au-delà de 5 ans, vous n'avez pas de fiscalité sur l'impôt sur le revenu, vous payez que les prélèvements sociaux. D'accord ? Donc c'est déjà pas mal. En revanche, il ne faut pas oublier que quand on sort de son PEA à partir de 5 ans, on est obligé de clôturer son PEA. Donc l'idéal, c'est d'attendre 8 ans, puisqu'on aura la même fiscalité, on n'aura pas de fiscalité, mais le PEA peut continuer à vivre sa vie.
Alors le petit plus, c'est effectivement le PEA de capitalisation, je ne sais pas si vous connaissez, c'est exactement, il y a deux PEA, il y a deux types de PEA. Il y a un PEA compte-titre, donc c'est un compte-titre sur lequel on a une option PEA, et un contrat de capitalisation, on parlera tout à l'heure, on reviendra sur ces sujets-là, avec une option PEA. Et l'avantage, c'est que si vous êtes à l'ISF, sur ce PEA-là, toute la valorisation, toute la plus-value que va prendre votre contrat sera exonérée d'ISF, donc c'est un petit plus. Et autre bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on va créer un autre PEA, le PEA PME. Donc on va pouvoir cumuler les deux, et les deux auront exactement la même fiscalité. Donc ça veut dire qu'individuellement, on pourra aller jusqu'à 225 000 € de valeur mobilière par personne, sans craindre la fiscalité dans la gestion de son portefeuille. Alors on va revenir 2 minutes aussi sur les plus-values immobilières, parce que finalement vous me dites, je suis en train de vous parler de la loi de finances, mais on a vu dans la presse que depuis septembre, c'est déjà cette réforme-là qui est appliquée. Parce que pour la première fois, je ne mens pas, je ne crois pas que ça s'est déjà passé, on a mis en application un texte de loi avant qu'il soit voté et débattu par nos assemblées représentatives. Donc je vous explique, au mois d'août, en fait, on a inscrit, si vous voulez, il y a une base où l'administration ressemble tous les textes de loi fiscaux, qui s'appelle le BOFIP. Et un jour, tout le monde rentre de vacances et se rend compte que dans ce beau livre, bien épais, on a intégré une réforme des plus-values immobilières. Ce texte n'a jamais été débattu, n'a jamais été voté. Alors tant mieux parce qu'il est plus favorable. Sur la manière de faire, pour des juristes, c'est un peu cavalier. Mais bon, c'est comme ça. Donc il s'applique, il est déjà en vigueur, mais il est en train d'être débattu à l'Assemblée nationale et au Sénat pour savoir si on va réellement l'appliquer comme il est là ou pas. Alors ceux qui en ont bénéficié, si jamais ils ne peuvent pas en bénéficier parce que la loi de finances ne passe pas, c'est un gros point d'interrogation. Alors a priori l'administration s'est engagée à ce que finalement ce soit ce texte-là qui s'applique. Alors cette réforme, et aujourd'hui, enfin avant cette réforme, il fallait attendre 30 ans pour qu'on soit exonéré et de prélèvements sociaux et d'impôt sur le revenu. Le taux d'impôt sur le revenu est à 19%. Et les prélèvements sociaux, 15,5%. Donc ce texte, la volonté c'était de dire, finalement ça a figé le marché immobilier. C'est-à-dire que les gens du jour au lendemain, alors qu'ils pensaient finalement, on avait un délai de 15 ans de détention, et après on est exonéré. Donc les gens qui s'étaient dit, je vendrai mon bien immobilier dans 15 ans, et comme ça je serai exonéré, ils étaient un peu en difficulté. Donc ça a figé le marché immobilier, c'est-à-dire que ces gens-là n'ont pas vendu. Et à juste titre, parce que quand on voit l'imposition, ça fait vraiment, ça peut créer vraiment une perte en capital significative. Donc l'idée, c'était de redynamiser ce marché immobilier, et donc de ramener cette durée de détention, qui était passée à 30 ans, à 22 ans. Sauf que comme on ne sait pas faire simple, on s'est dit, oui, mais bon, alors on va ramener à 22 ans pour l'impôt sur le revenu, le taux de 19%, mais pour les prélèvements sociaux, on va le laisser à 30 ans. Ça veut dire que si vous vendez un bien immobilier que vous détenez depuis 22 ans, vous serez exonéré d'impôt sur le revenu, mais vous paierez les prélèvements sociaux. D'accord ? Donc c'est un peu, ça devient un peu plus compliqué. Et je vous rappelle aussi que si vous vendez un bien immobilier sur lequel vous réalisez une plus-value de plus de 50 000 €, il y a aussi une taxe qui vient s'ajouter à cela, qui est comprise entre 2 et 6%. Alors, sur les abattements, en plus, on n'a pas les mêmes taux d'abattement du coup. Donc on voit bien que pour l'impôt sur le revenu, je suis un peu juste en taille, vous voyez, au-delà de 22 ans, on est exonéré en totalité. Alors que sur les prélèvements sociaux, au bout de 22 années de détention, je suis exonéré que sur 20% à peu près de ma plus-value. Donc on reste quand même fiscalisé sur cette partie plus-value immobilière. Non, la résidence principale est toujours exonérée. D'accord ? Et de même que si vous êtes locataire, vous n'avez pas été propriétaire au cours des 5 dernières années et que vous vendez le bien sera exonéré. Tous ces systèmes-là existent encore. Qui vous parle ? Parce que on s'aperçoit que c'est très attaqué. Alors, oui. Alors, il n'y a rien dans le BOFIP, ça, je peux vous la... Enfin,
pas ce matin en tout cas, enfin je ne le regarde pas tous les jours, on ne va pas exagérer non plus, mais non, il y a eu des menaces. Il y a eu des menaces, ça résiste. Je ne pense pas qu'ils aient... Aujourd'hui, je pense que on peut de manière assez raisonnable dire que cette exonération devrait perdurer sur les résidences principales. Donc du coup, dans ce contexte un peu affolant, un peu mouvant, quel réflexe finalement on doit avoir pour gérer son patrimoine? Parce que finalement, si tout bouge, nous, nos souhaits d'investisseurs, hein, on a envie de se constituer du patrimoine, ça c'est sûr, on en a besoin pour nos revenus futurs, et en même temps, on n'a pas envie on recherche toujours les meilleures rentabilités, mais on n'a pas envie que cette rentabilité, au final, je vais chercher 5% de rendement, mais si derrière il me reste que 1% ou 2% après impôt, ça sert peut-être à rien d'aller prendre du risque si au final je serais mieux sur mon livret A. Sauf qu'un livret A, la constitution de capital, elle n'est pas très rapide. Alors pour valoriser son patrimoine, le juste équilibre entre le rendement et la fiscalité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, quand on va raisonner patrimoine financier, ou voire immobilier, il y a quelques petits réflexes à avoir. Que vous ayez des comptes titres, que vous ayez des liquidités sur des livrets, hein, ce qu'on a tous, parce qu'il faut en avoir aussi, parce que c'est de l'argent qui est disponible immédiatement, donc c'est le coussin de sécurité, ou que l'on perçoive des revenus fonciers sur des biens immobiliers, à chaque fois que vous allez recevoir 1 euro de revenus sur ces différentes catégories, vous allez payer l'impôt. Que vous ayez besoin ou pas pour vivre de ce revenu. Donc c'est quand même, quelque part, c'est un peu injuste, puisque je me dis, je perçois ces revenus, j'en ai pas besoin pour vivre, pour assurer mon train de vie, et malheureusement, sur les 100 de revenus, il va peut-être m'en rester que 50, 60 ou plus si on a des tranches un peu plus faibles. Donc du coup, le réflexe, c'est d'aller vers des solutions sur lesquelles, justement, ces revenus que je me constitue, eh bien, je ne paye la fiscalité que le jour où j'en ai réellement besoin. Et donc là, il y a ce qu'on appelle les enveloppes. Donc tout à l'heure, je vous parlais du PEA, c'en est une, mais il y a aussi donc l'assurance vie et le contrat de capitalisation. Pourquoi? Parce que sur ces enveloppes-là, je reste au sein de mon contrat. Dès lors que je reste à l'intérieur de ce contrat, tant que je n'en sors pas, je ne paye pas de fiscalité. D'accord? En dehors du fonds euro, maintenant, sur lesquels on a les prélèvements sociaux, mais bon, c'est quand même limité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je dois, on verra un exemple tout à l'heure, si je dois avoir tous les ans 100 de revenus sur mes enveloppes de capitalisation, d'accord, l'année d'après, si mon capital est, je prends des exemples complètement aberrants, mais si j'ai 100 000 de capital et 100 de revenus, c'est pas une grosse rentabilité, mais bon, c'est pour l'exemple, l'année d'après, j'aurai 100 euros qui vont me régénérer des revenus, d'accord, etc. Et donc mon capital grossit. Alors que si je suis sur des comptes titres ou sur des livrets, j'ai 100 000 de capital, j'ai 100 de revenus, il faut que je paye la fiscalité déjà, donc qui peut être jusqu'à 50 ou 60%. Et donc c'est sur ce qui me reste que je vais pouvoir, finalement, quand je me en constitution de capital, me générer mon capital futur. Donc je ne vais pas partir sur 100 000, 100 euros, mais 100 000 et 100 000, 50 euros. Vous voyez, donc au final, on voit bien que je ne peux pas me rattraper. On va vous montrer un exemple tout à l'heure qui sera beaucoup plus parlant. Alors le PEA, je ne vais pas revenir dessus parce que j'en ai bien parlé tout à l'heure. Donc on peut passer. Voilà, on va faire un petit exemple comparatif pour bien que vous vous rendiez compte de cet aspect. Dès lors que je suis sur un compte titre, dès que je perçois 1 euro de revenu, je suis fiscalisé. Alors qu'en contrat de capitalisation ou contrat d'assurance vie, c'est la même fiscalité, je ne l'ai pas. Si je prends un compte titre, j'ai 20 000 euros de SICAV de trésorerie, je fais des arbitrages tous les ans de 1 000 euros. Donc à chaque fois que je fais un arbitrage, on l'a dit tout à l'heure, impôt de plus-value. D'accord ? Donc là, sur mes 1 000 euros de plus-value, je vais payer une fiscalité de 440 euros. Et il va me rester finalement une création de valeur de 200. Sur mes actions françaises, j'ai 80 000 euros d'actions françaises qui me versent des dividendes de 4% par an. J'encaisse mes dividendes, je paye la fiscalité.
il me restera sur ces dividendes que finalement 3 200 €. Sur mes obligations, même chose, j'ai des coupons d'obligations, je paye la fiscalité et voilà la création de valeur que j'ai en net. Ce qui fait que sur une année donnée, avec l'intégralité de mes revenus, il me reste que 2 700 € de création de valeur réelle. Juste pour la petite anecdote, l'année précédente, donc en 2012, comme ils ont augmenté les taux, j'aurais eu 3 600 € de création de valeur. Ça, c'est l'impact de la réforme de 2013. Maintenant, si je prends la même chose sur un contrat de capitalisation, donc à la place des SICAV monétaires, j'ai le fonds euro, qu'on connaît tous, sur lesquels j'ai un rendement qui est potentiellement plus élevé. Je paye les prélèvements sociaux. Moi, j'ai dit tout à l'heure que sur celui-ci, on avait la fiscalité. Sur mon fonds action, alors vous n'avez pas les mêmes montants parce que sur un contrat de capitalisation, vous avez des frais d'entrée. D'accord ? Donc on les a défalqués. Donc là, j'ai beau percevoir des dividendes, je ne paye pas de fiscalité puisque je ne sors pas de mon enveloppe. Sur mon fonds obligataire, de la même manière, même rendement, je ne paye pas de fiscalité tant que je ne sors pas de mon enveloppe. Et au final, j'ai une création de valeur de 4 000 € sur exactement les mêmes rendements et les mêmes hypothèses. Et donc l'année suivante, je vais capitaliser sur mon capital plus ça. Alors que là, je vais capitaliser sur le même capital, mais avec que 2 700 € de revenus. D'accord ? On peut passer. Continue. S'il vous plaît, c'était juste pour avoir une précision. J'ai cru comprendre que sur les assurances vie, le fait que ça soit adossé à des fonds en euros ou en unité de compte, il y avait, en termes de fiscalité ou peut-être de prélèvements sociaux, il y avait des différences. Est-ce que vous pouvez juste dire un petit mot ? Oui, tout à fait. Quand, sur les contrats d'assurance vie, quand vous êtes en fonds euros, finalement, tous les ans, les intérêts sur votre ligne fonds euros qui sont inscrits sur votre compte, donc la capitalisation que vous avez, on vous prélève d'office les prélèvements sociaux. Vous n'aurez plus à les payer à l'avenir, mais ils sont prélevés d'office. Alors que sur les unités de compte, on n'a pas ça. C'est-à-dire que sur les unités de compte, si elles se revalorisent, si en fin d'année on est en plus-value, en plus c'est pas une plus-value qui est matérialisée, c'est une plus-value latente, il n'y a pas de prélèvements sociaux à ce niveau-là. Comment ? Exactement, bien sûr, on va y venir d'ailleurs sur cet aspect-là. Je parlais juste sur la constitution de patrimoine, donc la valorisation et l'impact de la fiscalité sur la constitution. Oui, s'il vous plaît, oui, dans nos banques préférées, donc, on ne nous parle guère des contrats de capitalisation. Oui. On parle essentiellement des comptes titres, des PEA normaux actuels. Alors, quelle est la désignation, quel est le libellé, enfin, où se trouvent ces contrats de capitalisation, qui les Je vais bien prévoir. Chez vous, alors. C'est plus simple comme ça. Le libellé, c'est un contrat de capitalisation ou un PEA de capitalisation. Il n'y a pas d'autre libellé que cela. Les autres ne sont pas proposés. Non, pourquoi ? Parce que pour commercialiser des contrats d'assurance vie ou des contrats de capitalisation, il faut être... Seules les compagnies d'assurance peuvent le faire. Donc quand vous allez voir votre banque, votre agence locale, qui est donc une banque et pas une compagnie d'assurance, elle n'est pas habilitée à en commercialiser. Sauf si dans son giron de filiale ou autre, elle a à un moment donné, et c'est ce qui finalement la plupart des banques aujourd'hui, ont une entité assurance. Si elles n'ont pas d'entité assurance, elles ne pourront jamais vous proposer de contrat de capitalisation ou de contrat d'assurance vie. D'accord ? Mais en général, elles sont toutes adossées à une compagnie d'assurance ou elles ont elles-mêmes leur propre compagnie. Malgré ça, on n'en parle pas. On n'a jamais proposé. C'est bien l'objectif de cette réunion, c'est de vous démontrer qu'il existe pas mal de choses, pas mal de raisonnements à avoir. Alors c'est pas vrai, on en a parlé lorsque M. Chausson en a parlé. Mais c'était la première fois que j'en parlais. Voilà. Peut-être un mot sur les prélèvements sociaux. Sur l'assurance vie, les contrats de capitalisation, ils ont changé, ou ils devraient changer pour l'année prochaine, peut-être 15,5%. Alors, il y a effectivement, en fait, dans les débats de la loi de finances, vous avez peut-être entendu parler que sur les très vieux contrats d'assurance vie, en fait, il y avait un avantage particulier, c'est-à-dire que les prélèvements sociaux, ça fait que 2-3 ans, en fait, qu'on les prélève à la source. Et sur les très vieux contrats d'assurance vie, il y avait, la loi originaire disait que on payait les prélèvements sociaux
au moment où on rachetait, et en fonction du taux des prélèvements sociaux, le jour où on avait acquis ces intérêts de fonds euros. D'accord, des intérêts des fonds euros. Voilà. Donc finalement, quand on regarde l'évolution des taux des prélèvements sociaux que je vous ai montré tout à l'heure, on pouvait très bien avoir sur certains rachats des prélèvements sociaux non pas de 15,5 mais à des taux beaucoup plus bas. Et donc ça, il y a eu, c'est la loi de financement de la sécurité sociale qui a voulu mettre fin à ce dispositif-là. C'est-à-dire qu'elle a voulu dire qu'il n'y a plus de régime dérogatoire. Dès lors que l'on va sortir de ces entités-là, on paiera les prélèvements à 15,5, à taux plein, par rapport au taux historique. Mais ils l'ont aligné sur les PE, enfin c'était la même chose pour les PEL, pour les PEA, pour l'épargne salariale, je dois en oublier. Et puis il y avait donc l'assurance vie, les contrats de capitalisation. Ils sont revenus sur le texte. Dorénavant, il n'y aurait plus que les contrats d'assurance vie qui seraient soumis à cette règle. En revanche, il y a un recours devant le Conseil constitutionnel, puisqu'effectivement, on crée une injustice, puisque pourquoi on n'aurait pas appliqué ce texte sur des PEL, des CEL, des épargnes salariales, et pourquoi on l'appliquerait à l'assurance vie? C'est un peu, on a envie de viser en fait ce placement particulier. Donc il y a un recours devant le Conseil constitutionnel, donc pour l'instant je ne peux pas vous dire si ça va passer ou pas, mais on a, j'espère, il n'y a pas un bout de bois quelque part, pour que ça passe pas. En même temps, ce sont vraiment les très très vieux contrats. Ce sont les contrats qui ont été souscrits avant 97, je crois, si ma mémoire est bonne. Déjà, il y a le problème de la rétroactivité, mais ces contrats, lorsqu'ils ont été soumis dans le cadre de quelqu'un qui paye l'ISF, ont été survalorisés, en fait, quelque part. Ah oui. C'est-à-dire qu'on a déclaré une valeur qui ne va pas correspondre à la valeur finale, finalement. Ah bah jamais. Et quel que soit le placement. Et là, ça va créer une distorsion supplémentaire. Ah, entre les différents placements, vous voulez dire? Oui, oui, d'accord, oui, je suis d'accord. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et en l'état, il y aura une différence entre les fonds euros et les unités de compte au niveau des prélèvements sociaux? Sur ce qu'on vient de dire, sur cet aspect-là, ah ben, aujourd'hui, les prélèvements sociaux sur les unités de compte, il n'y a pas de... On reste sur le même régime, ça concerne vraiment que les fonds euros. Et les unités de compte en cas d'achat? Et les unités de compte en cas d'achat, bien sûr, oui. Autrement dit, on paye le plus fort la tranquillité. C'est-à-dire la tranquillité, qu'est-ce que vous entendez par la tranquillité? Moi, je ne connais pas les produits, mais ça dépend ce qu'il y a dans votre fonds euro. Vous savez quand même que les fonds euros sont constitués d'obligations, parfois d'obligations d'État, et d'État pas toujours très en bonne forme. Donc bon, la tranquille. Non, mais là, on parle d'un point de vue... on revient sur l'économie, donc peut-être que tu veux dire deux, trois mots ou... Oui, c'est vrai que jusqu'à présent, il y a un vrai décalage. Il y a un vrai changement, parce que jusqu'à présent, l'assurance vie et surtout les fonds euros ont toujours été préservés des réformes fiscales. Là, ça serait un vrai changement. Ça a été le cas parce que l'État voulait toujours préserver en fait sa dette, parce que une grosse partie de la dette de l'État français est placée au travers des contrats d'assurance vie auxquels vous avez souscrit en partie. Ça serait une première cette année s'y revenait là-dessus. Et donc ça peut ouvrir la porte à d'autres choses. Peut-être qu'ils iront plus loin de moins. Peut-être qu'ils se disent qu'aujourd'hui ils sont capables de placer la dette d'une autre manière. Aujourd'hui, il y a plus des 2/3 de la dette de l'État français qui est placée auprès des étrangers et non plus auprès des Français. Il y a un changement à ce niveau-là. Il y en a beaucoup placés vers l'Allemagne. De la dette, oui, mais surtout aussi en dehors de l'Union européenne. Beaucoup en Asie. On va continuer, si vous voulez bien, sur les sujets que je maîtrise mieux, la fiscalité. Par exemple, je ne sais pas si vous allez très bien voir au fond. C'était pour vous montrer, une fois de plus, l'impact sur la constitution et la valorisation de son patrimoine. Si là j'ai voulu comparer un compte à terme ou un livret, donc avec les taux qu'on pourrait nous servir en ce moment, et en fonction de la récompense de la fidélité, hein, il faut attendre 5 ans quand même sur un compte sur livret pour avoir un rendement, je ne dirais même pas digne de ce nom, mais un rendement. Et puis comparer l'assurance vie.
Sur un compte à terme, sur un compte ou un livret, on va vous servir un taux d'intérêt. Ce taux d'intérêt, il faut bien vous dire qu'il est brut. Ça veut dire que derrière, vous allez passer par la fiscalité. Donc, vous avez 100 000 € de capital, rémunéré à 1,9, donc vous avez 1 900 € d'intérêt. Après la fiscalité, donc on a quand même 865 € d'impôt à payer, et voilà la constitution du capital. Et donc tout ça, mis bout à bout, finalement, on voit bien que sur 5 ans, on a un capital de 107 000 €. Sur l'assurance vie, donc je suis sur le fonds euro, donc je vais percevoir, j'ai pris quoi, 4%, et je vais payer les prélèvements sociaux. Et donc, vous voyez, mon capital se valoriser beaucoup plus vite, puisque je n'ai pas l'impact de cette fiscalité. Donc, sur la valorisation du patrimoine, vous voyez, au bout de 5 ans, là, j'ai 115 000 € et là, j'ai 107 000 €. D'accord ? Donc ça, c'est la première constatation. Maintenant, comme on me disait juste avant, ici, dans 5 ans, si j'ai besoin de mon capital, je ferme mon compte, j'ai bien 107 000 €. Je n'ai pas d'autres fiscalités à payer. Je l'ai payé tout au long de la Constitution. Là, sur mon contrat d'assurance vie ou mon contrat de capitalisation, sur mes 115 000 € de constitué, je dois payer la fiscalité. D'accord ? Et bien, si je paye cette fiscalité, il me restera néanmoins 110 000 €. Pourquoi ? Puisque comme j'ai capitalisé beaucoup plus, et puis j'ai une fiscalité beaucoup plus attractive sur l'assurance vie, puisque là, je vous rappelle, l'assurance vie, je peux ne pas rentrer à l'impôt sur le revenu, j'ai des taux réduits, de 15%, notamment quand on est au-delà de 4 ans. D'accord ? Donc on voit bien là l'impact de cette solution pour la gestion de son patrimoine. Excusez-moi, les 4%, c'est pas possible. Actuellement, on est plus en Un petit mot, effectivement. Je comptais commenter le 4% qui a été pris là. Les exemples qui sont pris dans cette présentation sont basés sur des faits réels. Le 4%, c'est un contrat d'assurance vie que nous distribuons avec notre partenaire Primonial, justement. Le fonds s'appelle Sécurité Pierre Euro. Il a distribué 4,15 en 2012 et il devrait être supérieur à 4% en 2013 et probablement encore sur les années suivantes. Alors, il n'y a pas de miracle, hein. Il investit sur d'autres actifs que la plupart des compagnies d'assurance. Je vous disais, les compagnies d'assurance achètent des obligations d'État, un peu d'obligations d'entreprise et très peu d'actions et très peu d'immobilier. Ce fonds-là achète très majoritairement, près de 95%, des SCPI. Alors, c'est la compagnie d'assurance qui prend le risque s'il y avait un accident sur les SCPI. Le client détient un fonds euro, donc il détient une garantie en capital à tout moment, pas simplement en terme. Il peut sortir comme il veut, comme sur n'importe quel fonds euro. Il a l'effet cliqué, c'est-à-dire que les 4% lorsqu'ils sont distribués une année, ils lui sont acquis, la compagnie ne peut pas revenir dessus. C'est un fonds euro classique, sauf qu'il investit différemment de d'autres compagnies et il permet du coup de distribuer des rendements supérieurs, au-dessus de 4% a priori. C'est principalement des CPI de bureaux et de commerce. Quand on connaît le marasme des bureaux dans notre région, on se pose des questions. On ne vise pas la plus-value, on est plus sur les revenus. On ne vise pas la plus-value en fait sur les OPCI et les SCPI sur lesquels sont investis le fonds. Entre autres, on vise sur les revenus. On signe des baux, on a signé des baux avec nos locataires. Et on a une très bonne visibilité puisqu'on a une durée résiduelle des baux de 6 ans aujourd'hui. Donc c'est pour ça quand on vous dit qu'on a donné 4, on a encore donné plus de 4 cette année, on sait. Alors j'ai pas de boule de cristal pour vous dire dans 15 ans on vous donnera ça je peux pas le dire. Par contre sur les 4-5 prochaines années, on sait qu'on pourra être au-dessus et continuer avec un taux pareil. 4-5 prochaines années, le temps d'un bail. Voilà, parce que comme je vous dis, durée résiduelle des baux, en moyenne elle est de 6 ans. Donc voilà. On a quand même du mal à louer en ce moment en bureau. Après, on a signé, la plupart sont assez récentes, donc on vient de signer les baux, ils sont vraiment assez récents, c'est pour ça qu'on a cette durée résiduelle importante aujourd'hui. Après, il faut vraiment faire très attention lorsqu'on va choisir notre locataire, enfin le bien, déjà sélectionner le bien qu'on va acquérir, ensuite le locataire, le bail qu'on va signer avec notre locataire. Et on va aujourd'hui sur des gros immeubles ce qu'on appelle de rationalisation sur lesquels vont les gros sièges sociaux, on va peu sur le marché des PME
PME grossissantes qui, elles, vont plutôt être basées sur de l'immobilier, on va dire, de seconde main. Là, on a moins de carences locatives, moins de turnover sur ce type de bien. Donc, on peut vous demander la localisation? On est beaucoup en première couronne parisienne, pas loin d'ici. Et grosses agglomérations, après Lyon, Bordeaux, mais beaucoup à plus de 70% en première couronne. Sur des sociétés CAC 40? Oui, avant tout. Oui. Et services de tertiaire. Ah oui, on n'investit pas du tout dans des entrepôts, les choses comme ça, c'est vraiment de l'immobilier de bureaux. Et quelques boutiques aussi, mais le fonds dont on parle, pour Sérénie Pierre, enfin Sécurité Pierre Aureau, ce fonds-là, c'est essentiellement du bureau, plus que les boutiques. Merci. Encore une fois, là, c'est vraiment à la limite, c'est l'assureur qui porte le risque. Le client, il a le risque que le rendement soit plus faible que ce qu'on fait, mais il n'a pas le risque en capital. C'est vraiment l'assureur qui en fait son affaire, le risque en capital lié au SCPI. Dans le contrat, c'est indiqué avec un plancher garanti. Ah, tout à fait, c'est contractuel. Oui, c'est un fonds euro, c'est contractuel. Vous êtes dramatique, il va falloir tout refaire. C'est-à-dire Oui, s'il vous plaît, monsieur. Donc, alors, quel rapport y a-t-il entre Sécurité Pierre Aureau et Sérénie Pierre? Sécurité Pierre Aureau, c'est le fonds euro qui est logé au sein du contrat d'assurance vie Sérénie Pierre. Et Sérénie Pierre existe également en version CAPI. Vous pouvez très bien souscrire au contrat de capitalisation et loger le fonds euro Sécurité Pierre Aureau. Ouais. Voilà. Et à l'intérieur du fonds euro Sécurité Pierre Aureau, il y a des SCPI. Mais ça, c'est au sein des actifs de la compagnie d'assurance, en fait. Concrètement, le client, lui, détient un fonds euro au sein d'un contrat Sérénie Pierre ou Sérénie Pierre CAPI. Alors on va continuer sur nos réflexes, et notamment en ce moment on nous pose beaucoup de questions, puisque je ne sais pas si vous êtes propriétaire de biens immobiliers, mais vous savez que quand vous avez fini de les financer, vos biens immobiliers qui génèrent des revenus, l'intégralité de ce revenu finalement se retrouve taxée aux prélèvements sociaux et à l'impôt sur le revenu. Ce qui fait que parfois quand vous arrivez à obtenir bon an mal an une rentabilité nette de frais de gestion sur de l'habitation autour de 4,5%. Après la fiscalité, on est plutôt autour de 1,5-2%. D'accord ? Donc là, on se dit, je ferais peut-être mieux d'avoir mon argent sur un livret. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'on a quand même le support à la pierre qui peut se valoriser, et on joue sur les deux tableaux. Mais du coup, on a beaucoup de questions en ce moment. Est-ce que j'aurais pas intérêt à vendre mon bien immobilier, puisque j'ai fini de le financer, et de réinvestir justement le fruit de cette vente sur ce type d'enveloppe, c'est-à-dire que sur l'assurance vie ou contrat de capitalisation, puisque finalement mon capital, maintenant je le sécurise, je prends ma plus-value immobilière, et puis les revenus, finalement, je ne les envoie pas vers la case fiscalité, donc je fige ma situation, et ensuite je fais vivre ce capital au sein d'une enveloppe de capitalisation. Donc on a beaucoup d'interrogations sur ce sujet, et je dirais qu'il n'y a pas de réponse. Je ne vais pas vous dire oui, faites-le, allez-y. Chaque cas va être particulier, parce que déjà il va falloir, c'est vrai que c'est le moment de vendre, parce que aujourd'hui on a la réforme qui vient de minorer le délai de détention à 22 ans, donc on a des abattements qui sont plus significatifs. On a jusque fin août 2014 un abattement supplémentaire de 25%, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ça vient se rajouter quand même, donc dans la décision c'est important. Donc d'un point de vue purement fiscal, je vous dirais oui, il faut y aller. Maintenant, vous avez des biens immobiliers sur lesquels on a encore un potentiel de plus-value, donc il faut parfois accepter de payer un peu de plus-value, mais garder un actif qui a une valeur et qui peut s'enrichir. Donc il n'y a pas de tout le monde va vendre ou tout le monde doit vendre. Il y a l'attachement qu'on a au bien, il y a etc., etc. Mais parfois, effectivement, ça peut être très intéressant. Et si je vous prends un exemple, alors vous allez encore moins voir, mais c'était pour vous expliquer finalement, est-ce que tout le monde connaît bien, parce qu'on parle toujours de l'assurance vie et des contrats de capitalisation, pourquoi la fiscalité est si attractive. Je vais prendre un bout de papier, je vais juste vous le rappeler, parce que parfois on nous dit oui, l'assurance vie c'est bien, mais demain ils vont changer les taux d'imposition, ils vont légiférer et ce sera beaucoup moins attractif. Il faut bien comprendre que les contrats d'assurance vie et les contrats de capitalisation
dans leur fonctionnement même, et là c'est complètement en dehors du cadre fiscal, ont un fonctionnement qui fait que même si on augmentait les taux demain, on serait toujours dans des situations plus favorables que sur des revenus fonciers, des intérêts de livret, etc. Pourquoi ? Il faut voir l'assurance vie comme un gâteau avec de la chantilly. Alors, je me fais de la place. Je me retire. Quand on fait un gâteau, je suis plus douée en fiscalité qu'en gâteau, hein, et en dessin encore plus. Vous avez la pâte, d'accord ? Donc ça va être votre capital. Et puis tous les ans, vous mettez une petite couche de chantilly, ce qu'on appellerait les intérêts. D'accord ? Donc ça sont les intérêts. Intérêts. Et donc à chaque fois, mon gâteau grossit. L'année 1, l'année 2, etc. Donc tant que je reste sur mon gâteau, je ne le mange pas, mon capital grossit, comme on l'a dit tout à l'heure. Le jour où j'ai faim, je veux manger une part de ce gâteau. Je ne vais pas dire, je vais prendre toute la chantilly, ça ne se fait pas, c'est malvenu. Donc on prend une part, une vraie part. Donc on coupe une part du gâteau, voilà. Et donc à peu près, on va dire 1000 €, c'est rien, peu importe, 1000. Et je vais donc avoir 1000 dans ma poche, mais je ne vais pas être taxé sur 1000. Je vais être taxé que sur ma chantilly. Donc je vais bien avoir 1000 € dans ma poche, mais je vais peut-être avoir que 100 d'intérêts qui vont être taxés. D'accord ? Donc ça, c'est un fonctionnement qui est complètement décorrélé de l'aspect fiscal. Aujourd'hui, si je rachète mon gâteau entre 0 et 4 ans, je vais payer 35%, mais juste de 100, alors que j'ai 1000 dans ma poche. Si je le rachète, donc ça c'est entre 0 et 4 ans, si je le rachète entre 4 et 8 ans, je vais payer 15% de 100. Et au-delà, je vais payer 7,5, et en plus je vais avoir un abattement de 4006 et 9002, toujours un peu mal avec ces si je rachète au bout de 8 ans. Ce qui fait que souvent, donc vous voyez bien qu'à chaque fois, première constatation, c'est que j'ai beau retirer 1000 €, je ne vais pas être fiscalisé sur les 1000 €. Vous prenez un bien, je finis juste et puis je... social, c'est que sur les intérêts aussi. Exactement. À chaque fois, on rachète une partie d'intérêt, une partie de capital, d'accord ? Mais donc j'ai une base taxable qui est beaucoup plus faible. Donc demain, ils peuvent nous dire, c'est plus 35, mais ça sera 45. Certes, ça va coûter plus cher, mais ce sera toujours moins fiscalisé que des revenus fonciers ou des intérêts de livret, puisque je ne serai pas taxé sur les 1000, d'accord ? Donc ça, c'est la première chose. Je voulais en dire une deuxième qui a disparu. Elle va revenir. C'était quoi ? Je ne sais plus. Je parlais de quoi ? Si vous compariez avec une autre chose. Ah oui. Mon immeuble, à la place de mon gâteau, j'ai un appartement qui me génère des revenus. Si mon appartement me génère 1000 de revenus, donc j'ai bien 1000 € dans ma poche, sauf que je vais payer de l'impôt sur 1000. Alors que... les travaux et tout, oui, bien sûr. Bien sûr. Là, il y a quand même les compagnies, il y a quand même des frais de gestion aussi, hein, il ne faut pas non plus, c'est pas... Non, mais dans l'appartement, vous gardez votre capital, alors que là, vous le cédez, vous prenez votre capital. Pas forcément, parce que si vous limitez, imaginez que la première année, vos intérêts, c'est 1000, d'accord ? Ou on va dire 500, et puis là 500. Donc j'ai fait aucun rachat, j'ai bien mon capital plus 1000 d'intérêts. Je viens racheter, si j'ai pas envie de consommer mon capital, évidemment, je viens racheter que ma partie intérêt. Mais j'ai beau dire à mon assureur, je veux retirer mes intérêts de 1000, il va pas juste vous donner la chantilly. Il est obligé de vous donner une part transversale. Donc vous gardez bien votre capital, comme votre immeuble, et en même temps vous rachetez que les intérêts, mais pour autant vous avez une fiscalité qui n'est pas la même, qui n'est pas appliquée sur la même base. Madame, cette démonstration est très intelligente et même subtile, mais on n'intègre pas le risque dans votre démonstration qui existe quand même. Allons jusqu'au risque vraiment catastrophique. Fukushima. Vous avez des contrats d'assurance vie. 3, 4, 5 millions d'assurance vie. Vous savez,
à combien la banque qui vous a vendu ça assure votre contrat ou vos contrats par banque et non pas par succursale de banque. Est-ce que vous le savez? La banque est assurée pour votre compte courant, pour le contrat d'assurance vie. Est-ce que vous le savez? Oui. 70 000 euros. C'est 100 000. Disons 100 000 euros. Qui dit mieux? C'est Fukushima, d'accord. Mais c'est un sacré risque quand même à envisager pour une gestion patrimoniale, c'est-à-dire pour quelque chose qui prévoit demain et si possible après-demain un petit peu. Et ne rien faire? Non, mais l'immobilier, puisque monsieur parlait d'immobilier, moi je ne suis pas calée en fiscalité immobilière, mais un peu plus en immobilière. Vous n'avez pas ce risque-là. Parce que vous achetez quelque chose de bâti, qui est concret, que vous gérez vous-même ou avec quelqu'un que vous pouvez encadrer régulièrement. Vous adossez vos prêts à des contrats d'assurance vie, oui, mais elles appartiennent à la banque, donc vous en fichez. Ils sont nantis. Et le nantissement est gratuit, contrairement à l'hypothèque qui, elle, prend 2% sur la valeur du bien. Et si c'est Fukushima, votre bien immobilier, il ne vaut plus grand-chose non plus. Non, la banque, elle peut faire faillite, madame. Votre bien immobilier, il est toujours là. C'est ça ce que je veux dire. Je ne veux pas critiquer. Un bien vous faites un bon bénéfice et vous augmentez vos différents revenus patrimoniaux parce que vous avez un loyer, une valeur immobilière qui augmente chaque année, je parle dans les grandes villes ou à Paris, et vous avez le contrat d'assurance vie qui travaille. Et le prêt est payé par le locataire. Vous jouez sur deux tableaux. Ah mais moi j'ai parlé que de revenus financiers, on ne parle pas d'immobilier, c'est pas le sujet, mais il y a d'autres choses à faire. L'objectif ici, c'était de démontrer fiscalement, sur le strict plan fiscal, l'intérêt d'avoir un contrat d'assurance vie, d'investir sur un fonds en euros, et de faire des rachats si on a besoin de revenus. Donc ça correspond à une personne qui a de l'argent, qui a un patrimoine et qui a besoin de revenus pour vivre. On lui dit, s'il le met sur le contrat d'assurance vie, sur le fonds d'euros, fiscalement c'est ce qui est le plus intéressant. On n'a pas évoqué la question, qui est une autre question, comment est-ce que j'alloue mon patrimoine entre l'immobilier, les fonds euros, les actions, les obligations. Je parle du risque. Je parle du risque, je parle du rendement. Ça c'est une autre question effectivement qui n'est pas abordée par Marie ici. On peut l'aborder, mais c'est une autre question qui est très large, qui est très vaste. Pourquoi est-ce que les banques ont baissé leur plafond d'assurance, de garantie sur les contrats d'assurance? Voilà. Non, elles n'ont pas baissé. C'est une question quand même à se poser. Oui, mais elles n'ont pas baissé. En fait. Le plafond, en fait, il est... Vous voyez ce qui s'est passé en Grèce? Oui, mais c'est d'autres sujets. Donc je vous propose, en fait, si vous voulez, ce que je vous propose, c'est qu'on continue sur le sujet qui nous préoccupe là, parce qu'on est venu pour ça. Et si vous le souhaitez, après la conférence, on en discute avec grand plaisir. Je n'ai pas d'activité particulière là-dessus, je dis simplement que le risque zéro n'existe pas, d'accord? Ah, mais on ne dit pas l'inverse. On ne parle pas de ça, en fait. Ne sont pas bétonnés comme vous pourrez le croire. Non, c'est pas ce qu'on dit. On dit qu'on pense comme vous que de toute façon, il n'y a rien de garanti, ni par un assureur, ni par l'immobilier. La pierre n'est pas plus garantie que quoi que ce soit, des actions, des obligations. Là, on parle du meilleur montage possible, l'optimisation fiscale, compte tenu du tapis de jeu qu'on a, compte tenu de la réglementation fiscale en vigueur aujourd'hui, et celle qu'on nous propose pour 2014. En fait, c'est ça le sujet pour l'instant. J'aurais une question à vous poser, parce qu'effectivement, fiscalement, vous avez abordé dans votre tableau la valorisation du patrimoine, et si mes souvenirs sont bons sur l'assurance vie, il me semble aussi qu'il y avait une fiscalité spécifique pour la transmission du patrimoine. Oui. Parce qu'il y a aussi une continuité. Je dirais, on peut le valoriser, le fait de le transférer à un de ses descendants, la valorisation, j'ai cru comprendre que la valorisation pouvait aussi se poursuivre, et que fiscalement, dans certains cas, elle était avantageuse. Dans l'assurance vie? Dans l'assurance vie. Alors, quand vous avez un contrat d'assurance vie, effectivement, on parle en termes de revenus et de constitution de patrimoine, mais effectivement, en matière de transmission, le capital que vous avez constitué va à vos héritiers, et là, la fiscalité est beaucoup plus attractive. Donc, on n'a pas les droits de succession qui peuvent aller jusqu'à 45%, on va jusqu'à 25%, voire 31,25% avec la réforme. Donc, c'est plus attractif à ce niveau-là. C'était de ça dont vous vouliez... voilà. Donc il y a effectivement la deuxième. Mais de toute façon, la gestion de patrimoine, ce n'est pas une seule piste, c'est plusieurs pistes. Et tout l'art du gérant de patrimoine,
c'est de bien doser, en fait, en fonction de la situation de chacun, la partie assurance, la partie liquidité, parce que je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre toutes les liquidités dans la contrat assurance vie, il faut aussi garder un coussin de sécurité, une partie immobilière. Après, il y a toute la diversification au niveau des fonds, des actions, etc. Donc c'est quelque chose de complexe, donc on ne peut pas effectivement le réduire à une seule piste, c'est la somme de tout. Alors, juste pour terminer sur l'assurance vie, c'était l'exemple pour reprendre mon histoire du gâteau. Donc si j'ai vendu mon bien immobilier et que je veux faire des rachats de 500 € par mois sur mon capital, j'ai bien, alors la première année j'ai 5500, c'est parce que je démarre en février, mais j'ai bien donc mes 6000 € que je rachète tous les ans, d'accord, donc j'ai bien dans ma poche 6000 €. Là j'ai l'assiette, vous voyez ce que je vous disais, la quote-part d'intérêt, quand je rachète 6000 € en année 6, je rachète 6000 €, je vais être imposé que sur 1057 €. D'accord ? Donc après les taux d'imposition. Et j'ai bien mon capital, malgré mes rachats, parce que je rachète un peu moins que mes intérêts, parce que je n'ai pas besoin de tout, qui continue de se valoriser. Et j'ai bien mon revenu équivalent. Et là, je vous ai mis du coup les taux moyens d'imposition, prélèvements sociaux inclus, quand on rapporte au revenu. Donc on a quand même des taux d'imposition qui défient à peu près toute concurrence aujourd'hui. Alors j'en ai fini. Alors en plus, quand on raisonne sur l'assurance vie, depuis quelques années, si vous avez vendu un bien immobilier, mais que vraiment vous êtes attaché à cette classe d'actifs, vous pouvez aussi maintenant loger dans vos contrats d'assurance vie de l'immobilier. On a parlé du fonds euro tout à l'heure, mais vous pouvez aussi maintenant loger des parts de SCPI. L'avantage, c'est qu'effectivement, une fois qu'on a donc les SCPI, c'est finalement on achète un parc immobilier et on a des parts de cette société qui a acheté les biens immobiliers. Si je les ai en direct et j'ai fini de les acheter à crédit, donc je perçois mes revenus et là je paye l'imposition en totalité. Dans mon exemple, là sur 10 ans, j'ai investi sur des parts de SCPI cash, j'ai pas eu recours au crédit. Du coup, au bout de 10 ans, une fois que j'ai vendu mon capital, il me reste 128 000 €, alors que j'avais investi 100 000 €. Si ces 100 000 €, je décide de les mettre sur un contrat d'assurance vie pour bénéficier justement de la fiscalité attractive, c'est-à-dire de ne pas être taxé chaque année sur les loyers que me verse la SCPI, mais de n'être taxé que le jour où je sors pour capitaliser davantage, vous voyez qu'au bout de 10 ans, je me serais constitué un capital, et là c'est net de toute fiscalité, c'est-à-dire que j'ai récupéré en liquide après paiement de tout impôt. Donc, pour les gens qui ont des biens immobiliers mais qui en ont marre de payer cette fiscalité et qui pensent que leurs biens finalement, ils veulent prendre leur plus-value parce qu'ils ont des doutes sur le potentiel encore de ce bien, mais qui sont très attachés à la pierre, ça peut être une alternative. C'est détenir l'immobilier mais différemment et en même temps en profitant de cette fiscalité liée à l'assurance vie. Alors, comme on n'est pas très en avance, je vais aller directement sur les petites choses à faire avant la fin de l'année. Tout ça, vous l'aurez dans les... Alors, d'ici la fin de l'année, qu'est-ce qu'on peut encore faire pour essayer de payer un petit peu moins d'impôts? Il y a 3 axes. Vous savez, le premier, vous savez que maintenant, depuis quelques années, on ne peut plus réduire ses impôts, l'impôt sur le revenu, de manière aussi libre. Alors jusqu'à présent, on avait des plafonds de réduction d'impôt qui étaient de 18 000 € plus un pourcentage de votre revenu imposable. Donc, tant qu'on était dans ce cadre-là, on avait un potentiel, on pouvait réduire ses impôts finalement sans trop de contraintes, parce que 18 000 € plus, c'était 4% de son revenu imposable, on pouvait être raisonnablement, on n'était pas trop inquiété. Depuis 2013, ce plafond, il est figé à 10 000 € pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de part variable. Donc aujourd'hui, je ne peux pas réduire mon impôt sur le revenu au-delà de 10 000 € en réduction d'impôt, j'entends. D'accord ? Donc le premier axe, là c'est le moment de se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai réalisé cette année, quelle réduction d'impôt dont je vais pouvoir bénéficier, et puis s'il me reste une petite marge de manœuvre, qu'est-ce que je peux faire ? Le deuxième axe, ça va justement de trouver des investissements qui n'entrent pas dans ce plafond des 10 000 €. D'accord ? Où je ne serais pas inquiétée, je peux aller au-delà. Et puis le troisième axe, ce serait pour les personnes qui seraient soumises à l'ISF.
il y a quelques petites, une petite astuce d'ici la fin de l'année. Alors, pour optimiser le plafond des 10 000 €, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire que ça, c'est pour les gens qui veulent optimiser ce plafond de 10 000 €. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez faire plein d'investissements ou avoir des réductions d'impôts pour les employés à domicile, etc. Et puis après, il vous reste une petite marge de manœuvre. La manière la plus efficace et la plus souple, alors je ne parle que de fiscalité, hein, on est bien d'accord, ce serait d'investir dans des PME via des parts de FIP FCPI, parce que vous pouvez doser le montant de votre investissement en fonction de la réduction supplémentaire que vous voulez avoir. Puisqu'aujourd'hui, si j'investis dans des PME, 18% de mon investissement me procure une réduction d'impôt que je viens défalquer directement de l'impôt que je dois payer. Donc vous pouvez aller jusque, pour une personne seule, 9 000 € si j'investis en direct, mais si je suis sur des FIP FCPI, 2 000 € et 4 000 € pour un couple. Donc ça, c'est une petite... Vous parlez quoi des CPI, FIP, Corse, pour lequel le taux est supérieur à 18%? Ouais, ça parce que là, encore une fois, on est dans la constitution de patrimoine. Si vous êtes sur celles qui sont en termes sur les phases de croissance, dans les entreprises qui sont en phase de croissance, etc., c'est celui-là dont vous me parlez? Ah, les FIP Corse? Non, je ne parle pas des FIP Corse, non. Non, je ne parle pas des FIP Corse. Ils sont confiables ou... Y a-t-il des Corses? Oui, attention. Moi, je parle que de fiscalité. Je vais me cacher derrière ça. Tu veux dire un mot sur les films après, le taux est à 30 et 28, 36, 36%. Après, les gens prennent leur risque. C'est ça. Plus on a de réduction, plus on a de risque. Non, mais je pourrais vous parler aussi des Sofica, je pourrais vous parler de plein de choses. Après, on choisit les supports dans lesquels on croit. C'est-à-dire que nous, par rapport aux banquiers, si vous voulez, on a une indépendance. Donc on peut commercialiser à peu près tout ce qui existe en solution. Après, on a des croyances. Il y a des choses auxquelles on croit et des choses auxquelles on ne croit pas. Voilà. Donc les FIP Corse, vous avez la réponse. Ce que je peux vous dire, c'est que chez Bien Pouvoir, on a décidé de ne pas en distribuer. Bah, c'est nouveau parce que les années précédentes sont distribuées. FIP Corse, non. On n'a jamais distribué de FIP Corse. Bah, j'en ai acheté pour votre intermédiaire. On n'a pas de FIP Corse. Pardon? On n'a pas de FIP Corse. On n'en a pas eu, on n'en a jamais référencé. Je garde, je maintiens ma réponse. Donc ça, c'était la petite chose à faire avant la fin de l'année, si on veut optimiser son plafond et atteindre les 10 000 €. Ensuite, vous avez des investissements qui vous permettent, qui ne sont pas des réductions d'impôts en tant que telles, mais finalement, ce sont des charges qu'on peut déduire de son revenu imposable. Et notamment, vous avez tous les supports d'épargne retraite. Et le PERP en fait partie. Le PERP, c'est un contrat d'assurance pour la retraite, c'est-à-dire qu'on verse des sommes qui vont capitaliser avec la même fiscalité qu'on a vu tout à l'heure, sauf qu'elles ne sont pas disponibles pendant toute la période jusqu'au départ en retraite. Et l'avantage fiscal, c'est que tout ce que je vais verser sur ce contrat, je vais pouvoir le déduire de mon revenu imposable, c'est-à-dire avant qu'on me calcule mon impôt sur le revenu. D'accord ? Donc là, si je prends mon exemple, j'ai une personne qui est soumise à une tranche d'imposition à 30%, elle va verser 10 000 €. Ça veut dire que si elle a 40 000 € de revenus de salaire, par exemple, et qu'elle verse, ça fait beaucoup dans les proportions, mais 10 000 € sur son PERP, elle ne sera pas taxée sur 40 000, mais elle sera taxée sur 40 000 moins les 10 000 qu'elle a versés sur son PERP. Donc elle fait une économie d'impôt indirectement, mais ce n'est pas une réduction d'impôt. C'est pour ça qu'elle n'est pas limitée par rapport au plafond des 10 000 € qu'on a vu tout à l'heure. En revanche, les sommes que vous versez sur ce PERP sont limitées à 10% de votre revenu imposable. On ne peut pas non plus... il y avait une question au fond. Sur quoi récupérable à la fin? Attendez, j'avais une question juste. Alors voilà, le PERP, c'est une fois que vous êtes à la retraite, vous avez la possibilité de sortir 20% de la somme en capital, d'accord, et le reste en rente viagère garantie à vie, avec éventuellement une réversion pour le conjoint. Et dans certains cas, vous pouvez sortir l'intégralité en capital, notamment pour acheter une résidence principale. Mais imposable. Ah bien sûr, c'est imposable. Exactement, vous avez un gain
vous avez un gain fiscal à l'entrée, et puis à la sortie, vous êtes imposé sous forme de rente. C'est pour ça que la gestion de patrimoine, tout est affaire de dosage. C'est-à-dire que si vous êtes... il ne faut pas, encore une fois, je ne suis pas en train de dire d'aller tout mettre sur un pair, parce que là, ce serait juste aberrant pour avoir juste l'avantage fiscal à la sortie. Il faut aussi le doser convenablement pour avoir un avantage fiscal aujourd'hui, et puis que ce soit mesuré en termes de rente à la sortie. Donc il faut effectivement doser en fonction de chacun. Il y a d'autres questions? Depuis quand, sur ce produit, on peut toucher le participant capital à la fin? Depuis quand? Ça doit faire, je finis par plus savoir les dates, c'est 2-3 ans, hein, c'est pas très vieux. Hein. Non, du tout, c'était en rente. Initialement, on ne pouvait pas, c'était complètement bloqué. Voilà. Partiellement et sous contrainte. Ouais. C'est un produit très contraignant. C'est un vrai produit retraite en fait. Il a été fait pour ça. Pour assurer un complément de revenu à la retraite. Finalement, quand la personne a disparu, ça dépend si vous avez choisi une réversion. Ça ne va pas il n'y a pas de réversion. Si, il y a réversion. Ça, il y a des options après. Il peut y avoir des contrats qui ont des reversions. Par option. Par option, ouais. Voilà. C'est vous le choisissez ou pas. Mais c'est un choix très structurant. Ouais. Est-ce que la forme de 10 000 euros, les personnes sont concernées par le plafond? Non, justement. Voilà, exactement. Ça permet d'ajouter un plus. Quand on vise une réduction d'impôt, on peut jouer sur les deux tableaux, être au maximum sur ces plafonds et puis avoir le petit complément via un père. On est tributaire des différents plafonds précédents. Alors, sur le PERP, en fait, vous avez l'année à laquelle vous versez, donc vous prenez 10% de votre revenu imposable. D'accord ? En revanche, si vous n'avez pas utilisé ce plafond au cours des 3 années précédentes, vous pouvez l'utiliser une année donnée. Donc c'est plafonné à 10% par an. Voilà. Est-ce que c'est juste de corriger l'économie d'impôt au lieu de 3 000 sur cet exemple-là, à un peu moins probablement, parce que les 10 000 euros, en même temps, c'est un abattement de 10%. Il faudrait répéter la question. Oui, mais alors en fait la question qui est posée, c'est est-ce qu'on pourrait corriger l'économie d'impôt, parce que sur le revenu professionnel net, en fait, c'est le revenu après abattement de 10%. Mais dans les deux cas, vous l'avez en fait. C'est-à-dire que si vous calculez votre impôt sans l'avantage, on va partir sur une base minorée de 10%. Vous enlevez votre avantage, vous recalculez l'impôt, vous allez aussi le faire sur une base diminuée de 10%. Donc ça revient au même. Donc on a véritablement 3 000 euros de... Oui, la somme que vous versez. Alors là, parce que en fait, cette somme ne vous fait pas changer de tranche d'impôt. Donc vous avez bien, vous restez dans votre tranche d'imposition à 30. Si votre versement vous faisait baisser de tranche à 14%, ce serait un peu moins. Parce que vous auriez une partie d'économie sur une tranche à 30 et une partie à 14%. S'il vous plaît, pour bien comprendre le système, alors est-ce que le système, est-ce qu'il y a un rendement comme les assurances-vie, comme d'autres contrats, ou est-ce que le système vous permet simplement une économie d'impôt qui donc remplace en quelque sorte ce qui est le rendement des autres placements? Ça reste investi, enfin c'est... Parce qu'il n'y a pas de rendement, là, il n'y a pas... Oui, non, la structure en fait d'un PERP est à peu près la même qu'un contrat d'assurance vie. On vous propose un fonds euro et à côté de ça des unités de compte. Sur le fonds euro, il y a un rendement, qui tourne pareil autour de 3% pour les fonds euro classiques. Ouais. Et puis il y a l'économie. Et en plus, il y a l'économie d'impôt. Très bien, merci. Le décalage. Pardon? C'est un décalage. Oui, c'est l'année suivante, l'économie d'impôt, c'est ça? Ah, c'est un décalage, oui, parce qu'on paye la fiscalité à la sortie. Mais, oui, mais alors, imaginez que vous êtes en activité et donc vous êtes dans une tranche à 30 ou 41%. Le jour où vous êtes en retraite, normalement, vos revenus, et si on s'est bien organisé, vous devriez être plutôt dans les tranches à 14%, 14-30%. Donc finalement, même si vous sortez en rente, vous serez, si vous êtes dans une tranche moins importante, vous serez point fiscalité. Mais pas sûr, évidemment. Mais c'est ça aussi, c'est qu'on
prendre des risques, mais d'où l'intérêt de diversifier à chaque fois les solutions, parce qu'à un moment donné, Mais on est bien si d'accord, on- ce plan d'épargne retraite génère des intérêts. Alors, la plupart, enfin, quand je suis en CP, on disait que c'est juste ajusté à l'inflation. Ah non. Ça ne génère pas de... C'est-à-dire que si on a en totalité mis 100 000 euros dans le perte, on récupère 100 et quelques... Alors là, vous confondez peut-être avec les préfonds, tous les organismes de préfonds, Corel, etc., où là, vous versez, c'est déduit de vos revenus de la même manière, sauf que vous ne savez pas, vous ne choisissez pas et vous ne savez pas ce que va devenir votre argent. Vous le saurez en fait le jour où vous partirez en retraite, en fonction du coût d'achat des points, en fonction, etc. Donc ça, ce sont les préfonds, les Corel. Là, en fait, c'est juste, enfin c'est le PERP, vous choisissez les sommes sur lesquelles vous allez investir, vous pouvez arbitrer, vous pouvez, voilà, c'est la même gestion qu'un contrat d'assurance. C'est la différence. Et ça s'appelle PERP. Plan d'épargne retraite populaire. Exactement. Ce sont deux systèmes qui ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Ils ont l'avantage fiscal identique au départ, mais après, sur la gestion, il y en a un qu'on maîtrise, l'autre, il faut faire confiance à l'organisme qui le gère. Et pour les professions libérales qui pourraient, par exemple, avoir à côté un Madelin. Un Madelin. Donc normalement, avec le Madelin, on a normalement un montant, enfin, je dirais une fourchette dans lequel on peut investir. Est-ce que ça rentre dedans ou c'est complètement disjoint, on fait bien la personne, on va dire morale, et puis la personne physique? Enfin, non, alors en fait, normalement, ce plafond des 10% du revenu imposable, il faut d'abord enlever ce qu'on a versé sur son contrat Madelin, ou alors pour les salariés, ce qu'ils ont versé sur leur épargne salariale. Et après, le solde, on peut l'investir sur un PERP. S'il reste de la place. S'il reste de la place. Donc il faut d'abord enlever ce qu'on a versé sur un Madelin, parce que sur un Madelin, vous êtes contraint de verser entre 1 et 10 fois ce que vous êtes. Donc il vaut mieux honorer cela et ensuite regarder ce qui reste. Alors on va peut-être finir sur le... Je finis sur l'ISF ou... Oui. Alors, sur l'ISF, encore une fois, il existe beaucoup de choses à faire sur l'ISF. Il aurait fallu en parler pendant 2 heures. Donc là, je vais juste vous donner une petite piste de réflexion pour la fin de l'année. On repart sur les SCPI. Quand on est à l'ISF, on est soumis à cet impôt dès lors que on détient l'intégralité d'un bien, des droits, ou si on est usufruitier. Est-ce que vous connaissez la différence entre usufruit et nue propriété? Oui. Quand vous avez un bien, pour éventuellement bien que tout le monde comprenne, quand vous êtes propriétaire d'un bien, ce bien il procure 2 choses. Le droit d'être propriétaire des murs, hein, par exemple sur l'immobilier, c'est ce qu'on appelle la nue propriété, et puis le droit d'en percevoir les fruits de ce bien, donc les revenus. Et ça, le droit de percevoir les revenus, ça s'appelle l'usufruit. Donc quand on est plein propriétaire d'un bien, on est à la fois usufruitier, à la fois nu propriétaire. Au niveau de l'ISF, rentrera dans ma base imposable à l'ISF un bien pour lequel je suis soit plein propriétaire, soit usufruitier. Mais si je suis que nu propriétaire de ce bien, je n'ai pas à le déclarer à l'ISF. C'est l'usufruitier qui devra déclarer le bien dans sa propre déclaration d'ISF s'il est redevable, et pour la valeur en totalité. Donc l'idée finalement, c'est de se dire, si je veux investir et que je n'ai pas besoin forcément des revenus, parce que tout à l'heure je vous ai dit, les revenus fonciers, ça peut être lourdement pénalisé. Donc si j'ai dans mon patrimoine une poche qui est en train de dormir, pour laquelle je n'ai pas besoin des revenus, je peux très bien l'arbitrer et décider d'aller acheter le montant qui me conviendra en nue propriété de part de SCPI. Ou nue propriété d'autre chose. On parle de SCPI parce que c'est un vecteur ou un véhicule pour lequel on croit beaucoup. Donc, si j'achète, prenons 50 000 euros, ou prenons mon exemple, je suis à l'ISF parce que mon patrimoine est de 1,5 million.
J'ai un patrimoine aujourd'hui 1,5 million. Donc je paye l'ISF. Vous savez que le seuil de déclenchement c'est 1,3 million et je paye l'ISF à partir de 800 000 euros. Donc j'ai 1,5 million de patrimoine et si dans ce patrimoine j'ai 200 000 euros qui dorment, parce que j'ai pas besoin, ils dorment pas, hein, ils produisent des intérêts, mais j'ai pas besoin en tout cas d'aller piocher dans ce capital pour maintenir mon niveau de revenu, rien ne m'empêche de faire un arbitrage et d'acheter de la nue propriété de parts de SCPI. Du coup, mon patrimoine, il ne sera plus de 1,5 million, puisque il sera toujours d'1,5 million en valeur, sauf que j'aurai utilisé 200 000 euros pour aller acheter des parts de nue propriété de SCPI. Donc j'ai toujours économiquement un patrimoine d'1,5 million, j'ai pas perdu d'argent, mais d'un point de vue ISF, dans ces 1,5 million, c'est comme si j'avais 200 000 euros d'œuvres d'art. J'ai 200 000 euros qui sortent de l'ISF. D'accord ? Donc là, par exemple, alors c'est un exemple qui est vraiment là fait pour vous faire comprendre le système, c'est-à-dire qu'avec 200 000 euros, je ne serai plus redevable de l'ISF puisque je pars, enfin il faudrait 200 000 et 1 euro, parce que je passerai en dessous le seuil de déclenchement des 1,3 million. D'accord ? Donc ça permet d'ajuster. Ça peut être vrai aussi pour des gens qui veulent changer de tranche, où ça permet effectivement d'ajuster. Et l'intérêt aussi de cette nue propriété, donc là on a vu l'avantage purement fiscal, mais d'un point de vue économique, il y a également un intérêt, c'est que ces 200 000 euros, j'ai acheté que la nue propriété, donc que entre guillemets, les murs de ce bien immobilier. D'accord ? Et le code, c'est le code civil qui régit l'usufruitier et le propriétaire, dit que cette nue propriété, en fait, il y a quelqu'un d'autre qui a acheté les revenus. Puisque chaque bien a une nue propriété et une source de revenus. Donc quelqu'un d'autre a acheté l'usufruitier, a acheté l'usufruit, et cette personne achète l'usufruit pour une durée temporaire, qui peut être de 5 ans, qui peut être de 10 ans. Et donc ça veut dire que pendant cette période-là, donc moi je suis que nu propriétaire, donc je sors de mon assiette ISF, je ne perçois pas de loyer, donc je ne paye pas de fiscalité. Et le jour où mon usufruit s'éteint, entre guillemets, j'ai passé la période des 5 ans ou de 10 ans, il revient automatiquement entre les mains du nu propriétaire sans aucune fiscalité. C'est-à-dire que le nu propriétaire n'a pas besoin de racheter l'usufruit, ça s'éteint automatiquement et ça vient rejoindre la nue propriété, ce qui fait que le nu propriétaire devient plein propriétaire. Et donc, si on regarde l'avantage économique, c'est que j'ai acheté un bien pour 200 000 euros, mais j'ai acheté qu'un nue propriété, donc j'ai acheté qu'une partie de la valeur de ce bien. Donc ce bien, j'ai acheté 200 000 euros à la nue propriété, peut-être qu'il valait 400 000 euros en pleine propriété. Mais l'usufruitier, lui, il a acheté les autres 200 000 euros. Et donc le jour où l'usufruit s'éteint, en fait, moi, nu propriétaire, j'ai acheté un bien 200 000 euros, mais je deviens automatiquement et sans frais et sans racheter quoi que ce soit, propriétaire d'un bien qui vaut 400 000, plus éventuellement une plus-value. Est-ce que l'on peut emprunter pour acheter la nue propriété, premièrement, et déduire les intérêts à l'ISF? Et deuxièmement, si on veut revendre cette nue propriété, comment ça se passe? Alors, si vous voulez acheter la nue propriété de parts de SCPI à crédit, vous ne pourrez pas déduire les intérêts d'emprunt. D'accord ? C'est la somme due pour ça. Je suis pas d'accord. Alors, si vous avez d'autres nus fonciers, vous pouvez les attraper. Non. Alors, vous allez me laisser vous donner toute l'explication et je pense que vous allez avoir réponse à toutes vos questions. Vous pouvez, si vous achetez, je dis bien, la nue propriété de parts de SCPI à crédit, c'est interdit de déduire les intérêts d'emprunt, même si vous avez d'autres revenus fonciers par ailleurs. Si vous achetez la nue propriété d'un bien immobilier, d'un appartement en direct, vous pourrez déduire les intérêts d'emprunt de vos autres revenus fonciers. D'accord ? Vous faites bien la distinction. Dans un cas, j'achète des parts d'une société, donc de manière indirecte. De l'autre, j'achète la nue propriété en direct. Donc ça, c'est la réponse à la première question. Si je décide d'acheter donc de la nue propriété à crédit, en direct, on oublie la SCPI puisque ça n'a pas trop d'intérêt fiscal sur le plan économique, mais
jusqu'à l'année dernière, en fait, je pouvais avoir à la fois l'avantage ISF que je viens de vous indiquer, parce que mon crédit, finalement, j'avais pas la nue propriété que j'achetais, je la mettais pas à l'actif de mon ISF, donc ça ne me valorisait pas mon patrimoine. Et en revanche, je pouvais déduire le crédit. Donc j'avais une économie. Ce n'est plus possible, ça. C'est depuis le 1er janvier 2013, on ne peut plus déduire de son crédit, de son passif, un crédit qui a servi à acheter de la nue propriété. D'accord ? Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions ? Et la revente? Alors, la revente une fois que vous êtes à nouveau devenu plein propriétaire de vos parts ou du bien immobilier, en fait, il y a une petite, on va pas le dire trop fort en espérant que ça dure, il y a une petite subtilité dans le texte, c'est que quand on cède un bien en pleine propriété, et pour lequel on n'a acheté que la nue propriété, on détermine la plus-value par rapport à la différence entre le prix de cession de la pleine propriété et le prix d'acquisition. C'est pas uniquement le prix d'acquisition de la nue propriété, c'est finalement la valeur du bien dans sa globalité le jour où vous avez acheté la nue propriété. Donc, je reprends mon exemple. Quand j'ai acheté ma nue propriété à 200 000 €, le bien valait 400 000 €. D'accord ? Donc, j'ai bien déboursé 200 000 €. Au bout de 5 ans ou 10 ans, je deviens plein propriétaire de ce bien. Donc, mon bien, admettons qu'il ne se soit pas revalorisé. Bah, pourquoi vous revendez avant ? De la même manière, on va revaloriser la valeur de... Vous allez vendre du coup que la nue propriété. Donc ça sera... Oui, bien sûr. Il faut que vous trouviez quelqu'un qui accepte d'acheter que la nue propriété. Donc je pense que c'est pas rentable. Ça dépend si vous avez quelqu'un qui a la même problématique ISF que vous initialement. Ça, c'est quand même une bonne de Non, pas du tout. Vous savez qu'il y a des marchés, c'est pas des marchés, c'est pour des bourses d'échange, on peut parler de ça ? Marché secondaire. Marché secondaire, voilà. Pour des gens qui cherchent à acheter des parts de SCPI ou en direct et aussi en nue propriété. Mais vous avez l'air sceptique, mais je peux vous montrer, ça existe. Vous le faites ? Comment ? Vous le faites ? Non, nous on l'a pas organisé. Vous l'avez mieux organisé ? Ah bah, nous on a des partenaires, oui, qui le font. Voilà. Ouais, ça existe. Ouais. On en trouve, effectivement, Marie a raison, il y a beaucoup de demandes en fait en nue propriété. Ah oui. Ouais, il y a beaucoup de demandes. Ouais, pour les particuliers vont plutôt acquérir la nue propriété. Et en général, c'est des entreprises, des personnes morales qui vont acquérir l'usufruit. Pour elles, c'est plus intéressant fiscalement. Alors, si vous n'avez... Dans cas de figure, on revend, mais on a hérité de la nue propriété, excusez-moi, on a hérité de l'usufruit, excusez-moi, donc on a la globalité. Comment ça se passe ? Sur ce que je vous expliquais tout à l'heure, une fois qu'on est devenu plein propriétaire, sur la plus-value, on la calcule comme si on avait acheté la pleine propriété à un moment donné. Donc vous... Comment ? Pourquoi ? Pas plus que d'acheter... Ça revient à la même chose que si vous aviez acheté la pleine propriété à l'époque. Puisque le prix d'acquisition sera le même. On se moque que vous ayez acheté que la nue propriété ou la pleine propriété. Au contraire, ça permet de ne pas payer d'impôt sur les revenus que vous n'avez pas eu. Mais vous avez payé moins cher, justement, parce que vous n'aviez acheté que la nue propriété temporaire. Pour conclure, justement, souvent quand vous allez voir un gestionnaire de patrimoine, il vous demande quels sont vos objectifs. Il commence en général par ça. Et dans la liste des objectifs, il y a un des objectifs qui est réduire ses impôts. Mais ça, c'est une erreur en fait. Réduire ses impôts n'est jamais un objectif patrimonial. Un objectif patrimonial, c'est valoriser un patrimoine, c'est préparer sa retraite. Réduire ses impôts, ça, tout le monde cherche à réduire ses impôts, quel que soit son objectif patrimonial en fait. Il ne faut pas se tromper d'objectif. Et avant d'optimiser fiscalement, il est quand même très important justement de bien connaître ses objectifs et de bien les formaliser avec son conseiller ou pour soi-même en fait. Avant de faire ses choix fiscaux, il est fondamental de savoir qu'est-ce qu'on cherche à faire, quel est l'objectif patrimonial.
Par exemple, ici, on le voit bien, si vous dites, vous allez voir un conseiller, vous lui dites, moi je veux réduire mon ISF, il va vous proposer la nue propriété, mais si par ailleurs vous avez besoin de revenus, ce sera complètement inadapté en fait. Donc l'objectif patrimonial est absolument essentiel avant de faire des choix fiscaux. On a parlé aussi tout à l'heure de l'allocation d'actifs, on a parlé du PEA. Le PEA, on a démontré avec Marie que c'était une très belle enveloppe fiscale. Mais le PEA est investi en actions européennes. Donc il faut voir si ça s'inscrit bien dans le patrimoine de la personne, est-ce que c'est dans la diversification recherchée, dans le risque recherché par la personne. Donc encore une fois, il y a deux écueils. L'objectif patrimonial, l'allocation d'actifs. Et l'aspect fiscal, en fait, n'est qu'un paramètre à optimiser pour tout le monde, quelle que soit la situation. Ensuite, il convient justement de regarder la situation particulière de chaque personne pour voir quelle est la meilleure optimisation. Il n'y a que des situations individuelles, il n'y a pas de cas général en fait. Et on vous propose, si vous le souhaitez, on peut vous accompagner pour faire ces choix. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite donc à nous rejoindre pour le cocktail qui se trouve au sous-sol. En fait.